Mesdames et messieurs, je prends le micro. Léon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. Nous savons tous qu'il y avait de l'opposition contre Trump avant les élections et ensuite aussi après les élections. Et même maintenant, ils ont commencé à utiliser ce que nous appelons donc la lutte à travers la justice. Autrement dit, essayer par tous les moyens de bloquer sa décision en intentant un procès contre lui, contre ses collaborateurs, contre sa décision devant le tribunal. À des juges très sympathisants, disons idéologiquement proches de la gauche. Vous comprenez, puisqu'il y a un certain nombre de ces personnes dans la population, il y en a aussi parmi les juristes, les juges, les avocats. Les juges sont les mêmes juristes, ils ont terminé les mêmes universités, généralement assez libérales. Et donc, parmi les juges, il y a pas mal de personnes, il y a des personnes qui sont prêtes. Même, disons, en adaptant un peu la loi, en la regardant sous différents angles, en l'interprétant d'une manière étrange. Néanmoins, en se basant sur la loi, ils résistent au régime cauchemardesque, fasciste comme aiment l'appeler les gauchistes, de Trump. Mais ce qui commence à se passer maintenant, ou ce qui commence à être rendu public maintenant, cela dépasse déjà la loi à l'intérieur, dans la zone grise de la loi, ou à la toute limite entre le gris et, plutôt, le blanc et le noir, entre ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Et ça, c'est déjà complètement hors cadre. Eh bien, laissez-moi vous raconter, parce que ces 2 derniers jours, il y a eu 2 arrestations de juges. 2 arrestations de juges. Nous avons déjà parlé depuis longtemps du fait qu'il faut commencer à nettoyer toute la bureaucratie en arrachant les mauvaises herbes et les plantes toxiques. Mais, comme nous le savons tous, il est facile de raconter des histoires, mais beaucoup plus difficile d'agir. Et pourtant, cela a tout de même commencé à se faire. Les juges ont commencé à arrêter pour des crimes très concrets. Pas parce qu'ils étaient contre quelque chose ou contre quelqu'un, mais pour des crimes très précis. Mais d'abord, une juge du Wisconsin a été arrêtée et accusée d'avoir enfreint la loi fédérale pour aider un immigrant illégal. Les procureurs fédéraux affirment que la juge du tribunal de district du comté de Milwaukee, Hannah Duggan, aurait aidé cet immigrant à échapper à l'arrestation par les agents de l'Immigration and Customs Enforcement dans le bâtiment du tribunal. Bonjour, ici John Roberts à Washington. L'affaire étrange est toujours en cours. Ravi de vous revoir, Sandra. Ravi d'être à nouveau avec vous, John. Sandra Smith, depuis New York. Ainsi, l'arrestation d'aujourd'hui. Les juges notent qu'il s'agit du 2e cas similaire au cours des dernières 24 heures. Un ancien juge du Nouveau-Mexique et sa femme ont été arrêtés hier. Des agents fédéraux les ont arrêtés pour avoir caché un suspect, Tchlen de Aragua, membre d'un gang, dans leur maison d'amis. C'est-à-dire qu'une juge a caché chez elle, dans son bureau, un membre d'un gang, ou plutôt, elle l'a fait sortir par une sortie spéciale réservée aux jurés pour l'amener dans son bureau. Ensuite, elle l'a fait sortir dans une partie qui n'est pas commune, mais fermée, afin qu'il puisse s'échapper. C'est-à-dire, eux, lui et sa juge. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Parce qu'elle a appris qu'il venait l'arrêter pour le déporter. En plus, il était au tribunal à cause d'un crime qu'il avait commis. Non seulement il était en situation irrégulière, mais en plus il avait commis un crime. Un autre juge a caché chez lui un autre bandit sur le téléphone duquel on avait filmé 2 têtes coupées de victimes. Je ne connais pas ces victimes, ou les victimes, pour ainsi dire, de sa bande. Et la charmante et courte vidéo qu'il a envoyée, eh bien, à qui peut-on envoyer ça? Peut-être pour intimider ses victimes, ou simplement pour le plaisir de regarder, je ne sais pas. Et le juge et sa femme l'ont caché chez eux. Ravi de te parler, alors laisse-moi lire un peu. Ravi de discuter avec vous. Je vais vous lire un extrait de l'acte d'accusation. Et le juge Duggan dit que, bien qu'il ait été informé de l'ordre administratif d'arrestation de Flores Ruiz, le juge Duggan a ensuite accompagné Flores Ruiz et son avocat hors de la salle d'audience. La poursuite a débuté par la porte des jurés menant à la zone non publique du tribunal. Les agents ont poursuivi Flores Ruiz dans tout le bâtiment du tribunal et l'ont finalement arrêté. Selon cette plainte, le juge Duggan était manifestement en colère que les employés était venu arrêter Flores Ruiz et il a même essayé d'expulser les agents de la déportation du bâtiment du tribunal. Oui, et pour te préparer, Isandrou, c'était vraiment affreux.
Cet homme se trouvait au tribunal où il était poursuivi par le procureur de l'État pour une agression dans le cadre de violences domestiques. Il a frappé 2 personnes, un garçon et une fille. Il a frappé le garçon, l'a frappé 30 fois, l'a fait tomber, l'a étranglé. Il a battu la femme si violemment que les 2 ont dû être envoyés à l'hôpital. Jean, tu sais à quel point il est rare que les victimes veuillent coopérer. Elles étaient assises dans la salle d'audience avec le procureur de l'État. Le juge apprend qu'Aïssi était dehors pour récupérer cette personne parce qu'il avait été expulsé. En 2013, il est revenu dans notre pays. Il commet ses crimes, il est accusé de ses crimes, la victime est au tribunal. Le juge apprend, elle sort dans le couloir, crie sur l'officier de l'immigration, elle est furieuse, manifestement choquée, bouleversée, elle les envoie parler au juge principal, puis elle retourne dans la salle d'audience. Vous n'allez pas le croire. Elle emmène l'accusé et l'avocat de la défense dans son bureau, les fait sortir par une sortie privée et leur dit de partir. Pendant ce temps, le procureur et les victimes de violences domestiques sont assis dans la salle d'audience. Le bandit qui a tabassé 2 personnes qui sont aussi présentes au tribunal, des gens qu'il a battus à tel point que l'un d'eux a fini à l'hôpital. Et la juge le fait sortir de la salle et lui permet de s'enfuir. Pendant ce temps, au tribunal, comme je l'ai déjà dit, les 2 personnes par-dessus battues sont assises dans la salle. Voici d'ailleurs ce que Tom Holman, le responsable de la déportation des clandestins, a dit plus tôt à propos de la juge. Je suis fier de faire partie de cette administration. Nous continuons d'avancer malgré les critiques des gauchistes. Alors, quand vous voyez que ces juges essaient d'entraver vos efforts pour rendre le pays plus sûr, quel message avez-vous pour eux? Nous allons vous poursuivre et nous le faisons déjà. Je l'ai appris le jour même où cela s'est produit. Nous ne pouvions pas vraiment croire que le juge avait réellement fait cela. Nous avons examiné les faits de près. C'est sa photo à l'écran. Hannah Duggan, qui est actuellement en détention. Vous ne pouvez pas entraver une affaire pénale et elle devrait vraiment avoir honte. C'était une affaire de violence domestique et elle défend l'accusé criminel au lieu de la victime du crime. Bon, très bien, voici la deuxième histoire. Le juge Joël Cano et sa femme ont été arrêtés pour avoir caché un membre du trouble déficitaire de l'attention chez eux. Le membre présumé du trouble déficitaire de l'attention a été arrêté par les forces de l'ordre. Et maintenant, lui et sa femme ont été placés en garde à vue et arrêtés. Et vous dites, en tant que procureur général, que vous croyez que la personne qui vivait chez eux était vraiment un individu potentiellement dangereux. Oui, c'est le juge à l'écran en ce moment qui a été arrêté. Oui, il s'appelle Arteaga, il était connu, il est un membre connu. Alors, il passe par janvier-décembre 2023. Il vit dans notre pays en janvier 2025. Aïssi reçoit une information. Tom Coman et nos collègues du Federal Bureau of Investigation ont excellé dans cette affaire. Ils reçoivent un tuyau qu'il vit avec un juge, l'épouse du juge. Donc d'abord, il est arrêté pour violation de la législation sur l'immigration. La juge Damien Martinez le libère. Sabasto a déclaré que la juge Cano a un bon détecteur de mensonges et qu'elle ne laisserait pas n'importe qui vivre sur son territoire. Oui, je veux dire, quand vous regardez les liens avec ce gang vénézuélien violent, Tren de Aragua, et cet homme qu'il cachait chez eux. Il montrait des signes à travers ses vêtements, comme on nous l'a dit, des tatouages. Il y avait des preuves à travers des messages vocaux et des messages textes concernant ces liens avec le trouble déficitaire de l'attention. Alors, quelles accusations seront portées contre Cano et sa femme, si jamais il y en a? Alors, le juge Cano, bientôt l'ancien juge Cano, a reçu Miley, il a reçu. Ces accusations viennent d'être révélées. Il est accusé d'entrave à la justice. Il a été inculpé. Il a avoué après l'avertissement Miranda. Il a lui-même pris le téléphone de l'un des membres du trouble déficitaire de l'attention, l'a pris, l'a brisé avec un marteau, l'a détruit, puis a emporté les morceaux dans une benne à ordures municipale pour s'en débarrasser et le protéger. Sa femme est également accusée de destruction de preuves. Sandra a remarqué qu'un membre du trouble déficitaire de l'attention portait un collier avec une inscription inquiétante faisant référence à la mort et au meurtre. Il était couvert de tatouages.
Sur le téléphone de Whitestone, il y avait aussi des photos de 2 victimes décapitées. 2 victimes décapitées, des photos horribles, et il les envoyait à d'autres personnes. Ce que je vous ai raconté, des photos de têtes coupées du corps. Pas seulement ça. Ces deux-là, le juge et sa femme, lui ont donné des fusils d'assaut qui appartenaient à leur fille Im. C'est ce dont ils sont accusés. Dans le rapport criminel, il va au stand de tir avec ses fusils d'assaut, avec un silencieux, avec d'autres membres connus du trouble déficitaire de l'attention, et il tire. C'est la dernière personne que nous voulons voir dans notre pays et nous ne tolérerons jamais qu'un juge ou qui que ce soit d'autre les protège. C'est devenu complètement fou, fou. Je crois sincèrement que c'est illégal, ce bandit qui donc a battu un couple, soit des voisins, soit des proches, aime les fleurs et peut-être même chante dans la chorale de l'église. Et le deuxième, qui a envoyé une tête coupée selon le texte, est peut-être un excellent ami, un fils ou un père. Mais la loi prévaut. Et il me semble que ce que ces juges ont fait, c'est encore de l'anti-trumpisme. C'est comme un mouvement, une sorte de résistance, genre « si Trump fait quelque chose, je vais mourir, je vais tuer mes voisins, empoisonner toute la ville, mais je ne laisserai rien à ce monstre de Trump, rien de ce qu'il a prévu de faire. » Il me semble que c'est déjà un état clinique. Et vous, qu'en pensez-vous? Et ces gens, depuis leur haute chaise, donc avec des marteaux à la main, je veux dire, ne tuent pas. Et les juges nous disent comment nous devons vivre, vous et moi. Et ils disent qui parmi nous est un criminel et qui ne l'est pas. En même temps, envers les criminels, ils éprouvent, peut-être à force de rester assis longtemps. Ils accusent sans cesse les criminels de quelque chose, ils condamnent. Et soudain, le cœur de chacun d'eux s'est mis à saigner, des larmes ont coulé sur leur visage. Et l'homme a compris, pendant 40 ans, j'ai puni des criminels là-bas, et maintenant, je vais les aider. Ou une autre absurdité similaire, voilà. Ah, ils éprouvent de la sympathie pour les criminels. Et ils commencent à les aider. Messieurs, nous avons ouvert une chaîne sur Telegram pour les Russes, principalement, qui veulent savoir ce qui se passe réellement dans le monde. Eh bien, pour ainsi dire, sans réseau privé virtuel ou d'autres dispositifs, etc., ils ne peuvent rien voir du tout. Informez vos proches et les amis. Les détails d'abonnement seront dans la description ci-dessous. Et si vous-même souhaitez recevoir des contenus approfondis, abonnez-vous pour 4 $ par mois en tant que sponsor de la chaîne et vous pourrez regarder 8 ou plus. D'ailleurs, il y aura également des vidéos supplémentaires et une partie d'entre elles seront des analyses vidéo plus approfondies. Cela sera mensuel, donc pour 4 $, vous aurez accès à 8 ou plus d'analyses chaque mois. D'ailleurs, si vous vous abonnez pour une année entière à l'avance, cela revient à seulement 3 $ par mois. Mais si quelqu'un veut nous payer 10, 20 ou même 99 $ par mois, nous n'allons pas refuser. Parce que, comme on dit, chaque centime sert à soutenir la chaîne, à l'entretenir, à payer les gens, et ainsi de suite. Et enfin, pour aujourd'hui, on me demande souvent qui, sur l'internet russophone, on peut ou on doit écouter, regarder. J'en ai déjà parlé, mais je le répète. Le premier, c'est Mikhail Veller. Il a une compréhension profonde des événements en cours, aussi bien de la tendance générale que des affaires internes de plusieurs pays, pas les États-Unis. Mikhail Ilitch, en ce qui concerne les États-Unis, mais de mon point de vue, ne comprend pas vraiment de l'intérieur, comme on dit. Donc parfois il vise juste, parfois non. Mais c'est philosophique, très original et brillant, donc je le recommande vivement. C'est intéressant et profond, et il a un style offensif très particulier. Le deuxième est Evgueni Ponasenkov. Super, dit l'intuitiviste. Parfois, c'est impressionnant de voir à quel point il a tout ressenti avec précision, alors qu'il ne devrait pas pouvoir le savoir. Il est très extravagant, la manière de présenter peut en fasciner certains et en irriter d'autres. Mais tout ce que j'ai entendu était vif, original, intéressant et confirmé par des faits.
Troisième, Yura Tabak, Gary Tabak. Si vous aimez le style militaire de terrain, alors Yura est votre homme. Il est toujours avec son sabre à la main et à cheval, et il n'a généralement pas de nuances. Il part à l'attaque, et là, les nuances ne font que gêner. Mais il n'a jamais été pris en flagrant délit de mensonge, ce qui est primordial. Yuri Dachevski, aucune confrontation ni chevaux ni dames. Mais il y a une conversation parfois avec un interlocuteur, parfois un monologue. Il vérifie les faits avant de les présenter. Nous faisons tous des erreurs. Parfois, nous pensons avoir bien vérifié quelque chose sans vraiment le savoir. La même chose m'est arrivée plusieurs fois avec Yura. Nous en avons discuté et lui-même participe activement à la vie politique du pays. Il y a même eu une tentative de se faire élire au Congrès, mais il a perdu. Donc, Akimou Jeffrey. Bien sûr, il y en a d'autres, mais j'écoute en russe cela, et puis 4, peut-être 5, ce qu'on appelle des blogueurs ou des journalistes qui ont leur propre programme sur Internet, qui parlent anglais. Voilà, eh bien, voilà, c'est à peu près tout. Alors, à la prochaine, mesdames et messieurs.